Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Ce 23 mai 2008, quand j'ai remis leur diplôme d'ingénieur à mes étudiants, j'ai vu un parterre de 300 personnes se lever d'un même mouvement à la fin de mon discours. Cette longue ovation m'a atteint en plein cœur, même si je ne suis dupe ni de l'admiration ni de l'affection de mes pairs. Mes dernières années à G-Formation et à l'ITIAP, Institut des techniques de l'ingénieur en aménagement paysager de l'espace, que j'ai créé il y a 20 ans, ont été des années de combat. Je suis heureux de ce que j'ai réalisé. J'ai permis à environ 20 000 personnes de prendre pied dans la vie, on ne peut pas me l'enlever, mais je ne pourrai pas jurer de la suite. Que deviendra le projet pédagogique que j'ai porté si longtemps? Quelle en sera la transmission? Que feront mes successeurs? La guerre idéologique aura peut-être eu raison de ma singularité, de mon anomalie au sens de l'Évangile. Je ne peux pas dire que je sorte vainqueur aujourd'hui du conflit majeur entre la maïeutique et le professeur. On a tué Socrate. Entre l'orthodoxie bien-pensante de l'éducation nationale et ma folie de pourfendeur de l'autorité consacrée. J'avais une vraie cohérence, un projet pédagogique puissant et clair. En mettant les apprenants au centre du dispositif, je bousculais les règles de la classe dominante, je dérangeais, je semais la circonspection, je parlais chinois. J'ai été un homme dangereux, d'abord insoupçonnable, ensuite incontrôlable. Interdite devant le succès de l'entreprise et l'importance grandissante d'une structure qui avait monté en puissance précisément parce qu'elle était portée par l'anomalie, l'autorité de tutelle s'est mise à ruer dans les brancards. Pour la simple raison qu'elle tremblait pour son propre pouvoir, le pouvoir de l'institution, le pouvoir des enseignants. J'ai suscité des violences terribles. Je n'étais pas le maître, le prof, mais l'accoucheur. Mon audace m'imposait. Mon refus de l'autorité me donnait de l'autorité auprès des formateurs et des jeunes a priori écartés du système scolaire et que j'ai aidé à aller plus loin. Que peuvent-ils bien comprendre? S'interrogent les tenants de l'enseignement traditionnel, les formateurs formatés, les forts en thèmes monodisciplinaires. Nous avons un référentiel en béton armé. Celui qui ne suit pas est un fainéant, adieu le diplôme, personne ne sort du cadre, restons entre nous. Mai 68, c'était il y a 40 ans et je m'agace de voir les médias entonner l'antienne de la libération des sexes et des mœurs. Je l'ai dit dans mon discours du 23 mai 2008. Engagé dans les mouvements d'église de 16 à 25 ans, j'ai été marqué par la guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam dont nos élites, nos maîtres, nos profs, nos évêques prétendaient, au nom de la civilisation chrétienne, que ces guerres étaient justes. Mais qu'est-ce qu'une guerre juste, la guerre en Irak, en Afghanistan? Pour moi et ceux de ma génération, tout ce qui évoquait l'autorité, nos profs, nos curés, nos pères, devait être d'abord contesté. Nous voulions comprendre par nous-mêmes. À l'époque, il suffisait qu'on me dise « Tu vas faire une idiotie », pour que me vienne l'envie irrésistible de l'expérimenter pour me faire mon idée. De là est né mon doute profond à l'égard des élites, moi qui m'engageais alors pour le tiers-monde dont je m'apercevais qu'on allait le piller. Quand j'ai créé l'ITIAP en 1991, lieu de formation axé sur un projet pédagogique inédit, j'ai mis en action de la même façon qu'à G-Formation, ma fidélité à 3 convictions nées de mon engagement en mai 68. La première est la nécessité pour moi d'accueillir toute personne, jeune ou moins jeune, à qui on a dit de taire son ambition, dont on a découragé l'appétit d'apprendre et d'emprunter l'ascenseur social. Tout jeune a droit à une place non dictée par l'échec, à un diplôme, à un métier qui nourrit ses talents. Mon boulot de formateur est de lui faire découvrir cette vérité dynamique pour lui et son avenir, en innovant sur le plan pédagogique, en cherchant avec lui les bonnes solutions et non en lui imposant un modèle préétabli. Chaque année, j'ai été fier que 5 ingénieurs de l'ITIAP soient issus de la filière Bac Pro. Jamais je n'ai baissé les bras devant les blocages d'un jeune, je me sentais comme ce médecin qui veut que son patient guérisse, comme ce chercheur qui passe toute sa vie à travailler sur un mal incurable. Toute mon énergie, toutes mes capacités devaient être mises en œuvre pour découvrir la méthode qui permettrait à ce jeune de sauter la barrière. J'ai découvert que 15% de mes étudiants, volontaires, intelligents, étaient dyslexiques. Combien en ai-je vu presque honteux de ne pas être comme les autres, et cependant heureux d'être entendus. Ma deuxième conviction est qu'il faut mettre en contact le monde de la formation et le monde professionnel, autrement dit faire venir le monde agricole dans nos amphis.
J'ai été heurté de constater que la réalité de la vie n'avait pas le droit d'y entrer. Ce choix de l'interpénétration des mondes est même devenu une obsession quand j'ai vu les dégâts provoqués par certains ingénieurs agronomes. Ceux-là même qui estimaient que les paysans les empêchaient d'avancer, à l'instar des ingénieurs de chez Renault qui mettaient la faute sur le dos des ouvriers. J'étais du sérail, même formation, même référentiel. Notre peu d'attention au savoir-faire, à l'expérience des agriculteurs, nous a conduit à porter la responsabilité aujourd'hui du gâchis de la pollution, des déséquilibres écologiques, des méthodes actuelles d'alimentation de nos élevages. Jeune chercheur à l'INRA, j'étudiais les causes du faible rendement de la betterave sur un plateau de 10 000 hectares en Algérie. À cette époque, les techniciens trouvaient de bon ton de couvrir de colibets ces Algériens incompétents qui s'étaient mis en tête de cultiver la betterave. En démontrant que ce faible rendement était dû à la forte teneur en sel de l'eau d'irrigation dans un sol argileux, la terre se durcissait comme de la pierre, nous ne faisions qu'admettre notre propre erreur. L'alternance, l'apprentissage permettent ce va-et-vient entre la réflexion et la mise en pratique, encadré d'une part par un formateur, de l'autre par un maître d'apprentissage. De cette confrontation entre la connaissance et la complexité de la vie naissent le doute, et néanmoins la prise de décision, avec la pleine conscience des risques que nous prenons. Ma troisième conviction est qu'il faut casser la toute-puissance de celui qui sait ou qui croit savoir. Mettre le jeune au centre de la formation, c'est essayer d'éveiller son désir d'apprendre en comprenant son langage, ses attentes, ses représentations, ses croyances. Lui donner la parole, c'est prendre le risque que ce qu'il attend ne corresponde pas à ce que j'avais préparé. Accompagner, ce n'est pas laisser faire. Je suis un accoucheur, mais ce n'est pas moi qui fais l'enfant. À l'intérieur du cadre posé par le formateur, l'étudiant ou l'apprenti est obligé de se confronter à ses croyances, il les modifie et les enrichit. Il acquiert une rigueur dans la réflexion. Mon doute sur la légitimité intellectuelle des élites m'a amené en 68 à mettre en cause les concours, les modes de sélection. En lien avec cette interrogation sur l'autorité, je me demandais en quoi je faisais partie de l'élite. Pourquoi l'élite serait-elle condamnée à s'auto-reproduire ? Aujourd'hui, l'autorité a reculé en importance depuis nos jeunes années, mais je rappelais souvent à mes étudiants qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Leurs parents, leurs maîtres n'étaient plus là pour leur imposer des contraintes venues de l'extérieur, mais cette liberté n'en était pas moins anxiogène. Ce 23 mai 2008, j'ai dit à mes étudiants et à tous ceux qui allaient m'ovationner ensuite, « Attachez une grande importance à l'étranger qui ne pense pas comme vous, n'ayez pas la grosse tête, soyez à l'écoute de votre vraie valeur. » Imprégné de la parabole de la Samaritaine, à la lecture de Frédéric Lenoir, le philosophe Jésus-Christ, j'étais fasciné par ce passage d'une réalité littérale à la symbolique. L'Église ne pouvait pas accepter que le Christ soit issu d'une femme normale, d'où le message de la Vierge. On attendait de son Fils qu'il soit un roi, un puissant, ai-je conclu, c'est un pauvre entouré d'hommes peu courageux. Il est mis à mort comme un voleur, et c'est lui qui a transformé notre humanité. C'est dans l'humilité, dans les gestes quotidiens, en étant proche de celui que vous avez envie de rejeter que vous ferez de grandes choses. Sans doute suis-je un prêtre rentré. J'ai toujours été un homme d'action, tombé très tôt dans la marmite où m'ont plongé mes parents, militant chrétien engagé dans l'action catholique, voir, juger, agir, et proche de la pensée d'Emmanuel Mounier, antidogmatique et en réaction contre la bourgeoisie chrétienne qui va à la messe les yeux fermés. Donc toujours très attentif à mes valeurs, mais éloigné de la méditation. Aujourd'hui, je suis plus dans la contemplation, la recherche de sens. Je vis des moments forts quand je reprends les textes évangéliques les plus incarnés. Voilà pourquoi la Samaritaine me parle. Dans le même temps, je me rends compte que j'ai toujours évité la pleine lumière. Mon conflit avec l'institution lors de mes dernières années à l'ITIAP en est une frappante illustration. Je suis un assassin, un traître, un fou, en clair, je n'ai pas le droit au pouvoir. Je suis un homme dangereux en ce sens que je suis cohérent, rapide, intelligent, mais je ne sécurise pas. Je m'accommode de l'ombre comme je me contente du flou, sans doute pour gérer mon angoisse d'aller jusqu'au bout de mes responsabilités. Mon côté contrebandier m'a empêché de me montrer plus ferme au moment de défendre bec et ongles, ce qui était ma force et mon énergie, mon anomalie. Ce qui m'a valu une sorte d'agonie ces dernières années à l'ITIAP,
alors que j'étais aux prises avec les effarouchements hostiles de l'institution. C'est que je baigne dans l'identification à la crucifixion. Martyr consentant? Auto-sabotage demi-conscient? J'étais dans le combat, pas dans le plaisir. J'ai le sentiment d'avoir eu une vie dure. Je suis heureux de ce que j'ai fait, mais ce fut dans la douleur. De ce dont je n'ai pas le souvenir, j'ai fait une certitude mortifère et fondatrice. J'ai 3 ans. Un enfant pleure dans la nuit. Il souffre atrocement, il hurle, il convulse, mais personne ne vient. L'enfant s'appelle André, mon petit frère. Un nourrisson de 2 mois dont la photo de petite créature innocente trônera toujours sous mes yeux, immortalisée dans un cadre. Présente à perpétuité dans ma non-mémoire, incarnée dans ma violence d'enfant jaloux puis coupable. Moi, l'enfant de l'amour, j'ai tué mon frère. Je suis l'enfant bien-aimé, tellement désiré du retour de guerre. Ma mère, fille de bourgeois industriels, la dentelle de luxe du Cambrésis, était partie faire des études d'assistante sociale à Paris. Elle est revenue ensuite diriger l'entreprise avec mon grand-père à Caudry. Une originalité pour cette époque d'avant-guerre où les filles étaient vouées au mariage procréatif, à l'usine si elles étaient pauvres, au service des bourgeois si elles l'étaient moins, à l'oisiveté bien ordonnée si elles étaient issues d'un milieu plus élevé. Elle ne voulait pas qu'on l'épouse pour son argent, elle refusait le couvent, mais elle a fini par épouser mon père à 27 ans, grâce à la médiation d'un curé qui les a réunis. Beaucoup de curés dans cette famille de catholiques engagés. Une foule de curés accourut de tout le Nord-Pas-de-Calais le jour où ils convolent en juste noces. Ma mère épouse un original de 27 ans comme elle. Fils de maréchal ferrant dans cette France rurale où les grandes fermes du Cambrésis comptent un cheval pour 5 hectares. Un salarié par cheval, ça fait du monde. Mon père a laissé l'affaire familiale à son frère. Lui aussi est parti faire ses études, cocoté par des institutrices attentives, au travail à 16 ans, devenu plus tard ingénieur TPE, travaux publics, par concours interne dans la fonction publique et soutenu par la foi structurante des jeunes gens fragiles. 3 enfants plus tard, mon père est mobilisé une première fois en 1938, une deuxième fois en 1939, fait prisonnier pendant la drôle de guerre. Période troublée, trouble manigance. En 1942, ma mère réussit à faire revenir mon père de captivité alors même qu'on croyait la chose impossible. Lille, province allemande dépendante de Bruxelles, resterait allemande pour l'éternité puisque le bulldozer teuton avait réduit à néant notre armée nationale. Dans son camp de prisonniers, mon père n'avait pas perdu son temps. Devenu officier par hasard, parce qu'il refusait les corvées, il avait obtenu ses diplômes entre 4 murs, au contact de nombreux intellectuels, notamment de mon parrain, brillant normalien, mathématicien et homme de foi, dans l'ordre des oratoriens. Il revient au bercail et me voici au monde en octobre 1943, bienvenu 4e et chouchou forcément détesté de ses 3 aînés. Me voici, l'enfant du bonheur, à quelques années seulement du cataclysme. Un bébé mourant a hurlé dans la nuit avant de disparaître au fond du caveau familial sans autopsie. Jamais on ne saura de quoi est mort André. Malgré l'intervention d'un pédiatre de renom au chevet du nourrisson, le bébé terrassé par des troubles cérébraux me hantera toute ma vie durant comme une anomalie précoce, l'envahissement d'une culpabilité dévorante, le fondement de ma violence dévastatrice. Cette culpabilité était pourtant partagée. Cette nuit de novembre 1946, André pleurait sans discontinuer alors que mes parents étaient sortis et l'avaient laissé sous la garde de la nounou. Elle dormait sur sa bonne oreille pour ne pas entendre la plainte du nourrisson. Et moi, le gringalet tout-puissant qui trimballerait son enfance de maigrichon menaçant dans la grande maison étouffante, j'étais le meurtrier autodésigné. Mieux vaut mourir pour être heureux. Quand je suis soulevé par ces formidables colères, ma mère me dit qu'André est là, c'est mon ange gardien, je n'ai qu'une envie, c'est de le retrouver. Et je rêve de ma mère et moi marchant côte à côte vêtus de noir, son visage à elle ombré d'un grand chapeau noir. J'ai tué mon frère. Ou je suis mis à mort, ou je vais tuer. Ceux que j'aime je vais les tuer, ou bien ils vont mourir. Je suis violent, je porte ma démesure comme un mystérieux stigmate, une énigme que mes parents cherchent à comprendre sans trop intervenir. À 3 reprises, je me suis rué sur la bonne pour la tabasser à coups de bûche ou la transpercer d'un couteau. J'avais 4 ans, la petite bonne en avait 14. Dépassée par mon propre emportement, je venais vers elle ensuite pour me faire pardonner. Longtemps,
Ma force nerveuse m'a conduit à des accès d'agressivité décuplés dont, hors de la maison, personne n'a été le témoin. J'ignore comment mes parents ont vécu le cataclysme de la mort du bébé, mais de ce jour ma vie a basculé. J'avais 4 ans, j'ai perdu mon frère, la bonne a été virée, je suis entrée à la grande école. J'étais infernale. Quand mes parents étaient au sport d'hiver, on me mettait en pension, j'effrayais la bonne, mes petits frères me craignaient. À 10 ans, je mesurais 1,25 m et je pesais 24 kilos. J'étais le dernier de ma classe et pourtant je terrifiais mon entourage. Je ne comprenais rien à mes colères et à mes angoisses. Mes parents endormis ou sortis chez des amis, je pleurais seule dans le petit bureau de la maison vide, je m'imaginais qu'ils étaient tous morts. Mon intestin se tordait, longtemps il a fait des nœuds dans mon ventre. Je n'étais pas un enfant malheureux. J'avais moi-même édifié mes barrières de sécurité. Dans le quartier, je savais où aller me réfugier dans les jupes de femmes qui n'étaient pas ma mère. Pour emmerder ma génitrice, je lui racontais que j'étais allée rendre visite à ma mère numéro 1, 2, 3. À l'époque, la rue des Acacias où j'habitais, à Marcq-en-Barœul, était environnée de champs et d'herbes folles. On gagnait l'église Saint-Christophe à pied par les petits chemins. La nature encore vierge dans ce quartier du Croisé peu urbanisé. C'était le paradis de nos jeux d'enfants en dehors de l'école où on se rendait à vélo et qui nous volait toutes nos journées, du petit jour jusqu'à l'heure du repas du soir. Moi, l'enfant de l'amour, isolé entre les 3 aînés et mes 2 frères plus jeunes, j'avais 2 meilleurs copains, fils de grands bourgeois auxquels je vouais une admiration sans borne et qui pourtant, ça me fascine de m'en rendre compte aujourd'hui, étaient en grande difficulté scolaire et n'ont obtenu aucun diplôme. Encore une fois l'anomalie dansante sous mes yeux, sans que je la voie, sans que jamais je n'imagine qu'elle me fait signe. Mes livrets scolaires attestent non seulement de mes mauvais résultats, mais de mon immaturité. Mon père avait décrété qu'il me fallait 2 ans d'avance pour prévenir les éventuels échecs futurs. Sur les bancs de l'école libre Saint-Aignan à Marcq, le petit Pierre était très remuant et dissipé, paresseux, peu attentif, désordonné, souvent déclaré incapable de suivre l'année suivante. Même si on le trouve intelligent, on signale qu'il ne donne pas toute sa mesure. Il ne réfléchit pas assez, il est trop prime-sautier, il pourrait faire mieux. Les remarques peu amènes pleuvent sur ma tête comme à Gravelotte. Ça ne s'arrangera guère au collège de Marcq où ma mère, enceinte du petit dernier, ne m'accompagnera pas la première fois. On me dit toujours handicapée par l'âge, mes camarades m'appellent bébé. On m'affuble d'un caractère bien jeune, trop décontracté, peu assidu, on m'invite à redoubler, mais les parents en décident autrement. Je me souviens d'avoir été la risée des profs qui m'accusaient abusivement d'avoir copié et d'avoir connu l'humiliation de la peur panique, laissée seule en pleine forêt par les scouts. À 10 ans, je me fais opérer de l'appendicite et je me réveille circoncis, sans autre explication que la gêne d'être devenu anormal. En classe de seconde, un enseignant s'apprête à me donner des leçons particulières de français, à la demande de mes parents auxquels il écrit que si je suis capable d'analyse logique et grammaticale, je suis encore incapable d'agiter des idées, je joue avec des mots dont je ne suis pas maître. J'ai dû le prendre tel qu'il est, à l'âge mental de la 5e ou de la 4e, poursuit l'enseignant avant de conclure. J'espère que sa persévérance et la mienne aboutiront à des résultats. Dans ces années-là, juste avant la déferlante de mai 68, mes bouffées de violence allaient de pair avec des pulsions sexuelles tout aussi incompréhensibles. Un jour, j'ai vidé la cave de la maison familiale de toutes ces bouteilles de vin que j'ai distribuées généreusement aux ouvriers du quartier. Mon père m'a tabassé à coups de ceinture, je criais à l'assassin, je hurlais. Un autre jour, je défonce le mur de la chambre des parents à coups de burin. Je suis dans la transe du voyeurisme compulsif, celui de l'enfant qui regarde le corps nu de sa mère par le trou de la serrure. L'émotion m'emporte et me dépasse. Je me souviens de ma mère en larmes qui nous répétait sans fin qu'il suffit d'aimer, de mon père ironique et souvent méchant à l'endroit de ses 2 filles et de sa femme et nous prenant à témoin. Pourquoi votre mère pleure-t-elle? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ce père brillant, piquant, parce que prompt à déceler la moindre faille chez les autres, habile à manier devises et paraboles, comme tous les autodidactes. Et qui se questionnait encore inlassablement sur son lit de mort. Ai-je eu raison de rester fidèle? Et puis j'ai 14 ans, et je prends une décision qui va remettre les pendules à l'heure.
Je serais prêtre ou comédien, à 13 ans je faisais du théâtre. Est-ce la lecture de Stendhal, Le Rouge et le Noir, est-ce le fait de savoir qu'on allait forcément chouchouter le rare postulant à la prêtrise? Est-ce le désir de répondre à la vocation qu'espérait pour moi ma mère? Toujours est-il que tout s'est apaisé chez moi, mes fièvres corporelles, mes délires indomptés. Ce projet a soudain canalisé mon énergie, en même temps qu'il m'a donné un statut auprès des copains. Le petit maigrichon, le raté, le mauvais élève, le déclassé, je n'étais pas fils de bourgeois, mon père était fonctionnaire, trouvait enfin sa place, sa jeune vie prenait un sens. C'en était fini de l'insolite marginalité de bébé, de l'anomalie rédhibitoire. 20 ans de psychanalyse m'ont éclairé ensuite sur ce cheminement atypique. Dans ces années-là, j'aurais pu basculer dans la pathologie. Fort heureusement, mes parents pourtant déstabilisés, interdits devant l'enfant violent et incontrôlable que j'étais, ont réussi à gérer la situation à leur manière, en tentant toujours de comprendre. Dans le même temps, je prenais appui sur ces repères lointains que constituait la présence des adultes, leurs avis, leurs conversations. La maison familiale était ouverte, beaucoup de gens y entraient, et parmi eux de nombreux prêtres, et le patron de mon père une fois par mois. Comme mon père, j'écoutais assidûment la radio. Dès l'âge de 10 ans, j'étais gourmand d'informations, de lecture. J'ai lu La guerre d'Indochine dans Paris Match. Toute ma prime jeunesse, j'avais entendu « Tu finiras en prison, à l'hôpital psychiatrique ou à l'usine ». J'avais tué mon frère. À chaque enterrement dans la famille, on se penchait sur le cercueil d'André pour vérifier si sa dernière demeure était en bon état. Ma culpabilité me portait à prendre soin de ma mère, donc de la maison, des tâches ménagères. Et puis j'ai rompu le cercle des angoisses, j'ai éloigné les transes. Je suis entré au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. 2. J'ai 11 ans. Le jour de ma communion solennelle, j'attends la question fatidique du père blanc et barbu, missionnaire en Afrique. Est-ce que vous êtes appelé par Dieu? Impressionné par les évangiles, par cette parole du Christ, vends tout tes biens et suis-moi, je suis saisi d'angoisse. Moi le petit, le maigrichon, je balance alors entre l'amour du théâtre et la prêtrise. On avait monté une troupe avec un copain à Marcq-en-Barœul, et on jouait les fourberies de Scapin dans mon garage. J'y croyais, je m'investissais à fond même si je n'étais pas un ténor, j'aime toujours cette sensation, le frisson de l'entrée en scène. Et puis quand on m'a demandé ce que j'envisageais de faire plus tard, j'ai prononcé les mots magiques, je veux devenir prêtre. Ainsi j'entrais dans le projet de ma mère, mon premier fils après la guerre sera prêtre, et j'accédais à un nouveau statut, une singularité triomphante auprès des copains et des adultes. Autour de moi, au collège de Marcq, il était bien entendu que la priorité des jeunes bourgeois n'était pas de faire des études. Ils pratiquaient les sports avec assiduité et snobaient les cours tout en savourant la nonchalance d'un avenir assuré. Inutile de travailler pour gagner sa vie, l'entreprise de papa y pourvoirait. Moi aussi je me foutais des études. 4 ans avant le séminaire, ma mission était d'évangéliser à tour de bras. J'étais responsable JEC, jeunesse étudiante chrétienne. J'avais balayé d'un geste la question des filles et de la sexualité, je serais célibataire, je n'aurais plus le souci de me faire une place, j'avais Dieu, j'étais au service de Dieu. Ma vocation était de proclamer ma foi à l'état brut. Ainsi je rentrais dans le moule de l'Église, les superstructures décidaient pour moi. Ainsi je me sauvais moi-même et je répandais mon discours chrétien partout autour de moi. Aimez-vous, nous sommes tous frères, vive la virginité, la pureté. Je m'occupais des vieux, chez les petits frères des pauvres. J'avais aussi demandé à mes parents de devenir pensionnaires pour évangéliser les collégiens pensionnaires. Plus tard j'évangéliserai jusque dans les boîtes de nuit en vacances à La Baule ou à Biarritz. Porté par une foi brute, basique, aimer Dieu et appliquer l'Évangile, j'étais mûr pour une vie d'abnégation et de prière. J'avais fait d'un copain mon disciple. Pour me suivre, il devait abandonner le scoutisme. Il l'a fait. Il faut dire que j'avais baigné toute mon enfance dans un univers tout entier imprégné de christianisme, mais pas celui des bourgeois bontins de l'époque pour lesquels j'avais entretenu, j'en ai pris conscience plus tard, une véritable haine sociale. Une colère me soulevait sans que j'en démêle les véritables causes, celle-là même qui fonderait plus tard mon engagement politique. Colère contre moi-même, colère contre mes parents qui n'étaient pas des bourgeois d'origine,
lui, fils de maréchal ferrant, issu d'un milieu plus rustre qu'elle, fille de riches industriels de la dentelle. Colère de l'humiliation face aux différences sociales, moi sur mon vieux vélo, mes copains collégiens roulant à mobilette, et mon meilleur ami dont les parents ne m'acceptaient pas à leur table. Dans cette immense maison de la rue des Acacias où logeait cette grande famille du Nord, des brasseurs dont l'enfant unique était mon camarade de collège, le fils de fonctionnaire que j'étais déjeunait en cuisine. Au vrai, je me trouvais à la croisée de trois univers, celui de mon père, le peuple artisan, bon vivant, attaché à de solides valeurs, celui de ma mère, la dentelle de luxe, le monde de l'argent mais aussi celui des divorces et des suicides, et le milieu bourgeois chrétien du Nord. Or le monde que nous construisions, nous, les descendants, serait celui d'intellectuels aux têtes bien faites qui iraient étudier à Paris. Mon père qui s'était élevé socialement par son intelligence voulait que nous, les garçons, soyons tous polytechniciens. Les filles, c'est une autre affaire. J'aspirais à entrer chez les jésuites. Chez mes parents, chrétiens militants de l'Action catholique, mon père a été le fondateur de l'ACI dans le Nord. Deux cultures religieuses coexistaient. Celle des dominicains, mon père, dominicain laïque s'est fait enterrer dans la robe de son ordre, et celle des jésuites, du côté de mon parrain, prêtre oratorien, un ordre placé sous l'influence intellectuelle des jésuites et brillant mathématicien. En 1961, je vais donc frapper à la porte du noviciat des jésuites à Épernay dans les Vosges, avant de tourner soudainement les talons. L'austérité du lieu, le ton autoritaire du père maître sème le doute en moi. Le recteur de Saint-Joseph à Lille où je préparais mon bac me dit d'aller plutôt à Lyon, mais le dernier mot sera celui du curé de Saint-Maurice et futur évêque de Lille, qui m'oriente vers les Sulpiciens, à Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne. Au moment où je décide d'entrer au séminaire, j'organise une grande fête avec les copains. J'ai 18 ans, le soir je raccompagne une copine et nous nous embrassons fougueusement, mais ce premier baiser surpris par mon père provoque une engueulade monstre de ma mère. Que devenait mon projet ? Quand j'y repense... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.